Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Suzanne Neyman. Merci d'être là. Je dois tout d'abord vous présenter pour nos auditeurs. Vous êtes philosophe, vous êtes spécialiste des Lumières. Vous avez enseigné dans différentes universités, à l'université de Yale aux États-Unis, puis à Tel Aviv, et vous êtes actuellement installé en Allemagne où vous dirigez le prestigieux Einstein Forum. Vous êtes l'autrice de 8 ouvrages qui sont traduits en différentes langues, mais Grandir, l'éloge de l'âge adulte à une époque qui nous infantilise, publié aux éditions du Premier Parallèle, est le premier de vos livres traduits en français, et il est par Cécile Dutheil de La Rochère. C'est un ouvrage où vous expliquez que notre fascination pour la jeunesse est l'un des penchants coupables de notre époque. Mais la première question, elle nous vient finalement de cette période de pandémie, puisque tout à l'heure, j'évoquais avec un psychologue les difficultés d'apprentissage des enfants qui font face à des enseignants masqués, puisque aujourd'hui le masque est à nouveau obligatoire dans les écoles primaires. On a beaucoup dit, Suzanne Neyman, pendant cette pandémie, que finalement l'époque était terrible pour les jeunes. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est une époque très difficile pour les jeunes. D'un autre côté, je pense que nous avons besoin de mettre les choses en perspective d'un point de vue historique. D'ailleurs, on en a toujours besoin. Un enfant qui grandit en plein conflit, et il y a encore des guerres en cours, et des enfants qui grandissent dans ces contextes de guerre, ces enfants-là ont beaucoup moins d'opportunités en matière d'éducation, de sécurité. Il faut qu'on se souvienne de ces enfants aussi en ce moment. Mais bien sûr, c'est difficile. Ce que j'ai réalisé, c'est que c'est moins la pandémie elle-même, parce que bien sûr, on s'habitue tous à Zoom, aux réseaux sociaux, à mesure où les confinements se poursuivaient. Mais chez les jeunes, j'ai remarqué que ça contribuait à un sentiment général très négatif qu'ils ressentaient déjà avant la crise et la pandémie, l'impression que leur avenir, en fait, c'est quelque chose qu'une de mes filles m'a dit. Elle a la vingtaine, à la fin de la vingtaine, et elle m'a dit, voilà, le reste de ma vie va ressembler à ça. C'est terrible de penser ça. Elle m'a dit, voilà à quoi ça va ressembler après l'explosion de notre climat. Donc je crois que c'est cette attitude d'un monde qui est voué à sa perte. C'est quelque chose qui est vraiment très problématique, effectivement, chez les enfants. Mais je pense que nous qui vivons dans l'Occident, ce que nous subissons, un confinement, l'isolement, la séparation de nos amis, il faut quand même qu'on se souvienne que même aujourd'hui, il y a des enfants qui grandissent dans des circonstances bien pires. Mais le fait que cette époque ne soit pas finalement propice à des activités qui sont des activités généralement prisées par la jeunesse, le fait de sortir, d'être insouciant, même si on entend bien entendu l'obligation de relativiser tout cela, Suzanne Neyman, est-ce que finalement ça ne contrebalance pas cette fascination pour la jeunesse ? On a tout fait pour protéger les plus âgés aujourd'hui, Suzanne Neyman. Si je comprends bien ce que vous dites, oui, c'était plus facile pour les personnes âgées, effectivement. Évidemment, ça dépend de la situation, évidemment, ça dépend du pays, mais les parents avec des petits à la maison, ceux qui essayaient de travailler tout en s'occupant des enfants, c'est ceux qui étaient vraiment dans la pire situation. Mais ceux d'entre nous qui n'ont pas de petits-enfants, désolée, j'ai un peu de mal avec la traduction simultanée. Je suis en train d'écouter deux voix à la fois. Je m'excuse si j'exprime un peu de confusion, je vais continuer. Dans votre livre, Suzanne Neyman, vous évoquez le complexe de Peter Pan. Vous expliquez que Peter Pan n'est aujourd'hui pas le seul à refuser de devenir adulte, avec Michael Jackson, avec d'autres personnages, d'autres célébrités. Il est finalement aujourd'hui le représentant d'une époque, et le représentant d'une époque qui est littéralement fascinée, dites-vous, par cette jeunesse. Comment ce rêve a-t-il débuté selon vous ?
C'est une question très intéressante parce que ce n'est pas un rêve que les gens avaient avant le début du XXe siècle, je crois. Je ne pense pas que ce soit un rêve que les gens ont dans d'autres cultures. La question, c'est comment est-ce que ça s'est développé? Je crois que ça a à voir avec la fin de la Belle Époque, la fin de la Première Guerre mondiale et toute la dévastation provoquée par ce conflit qui a conduit les gens à être terrifiés sur ce que ça signifiait de devenir adulte, de grandir. Ça, c'est crucial. Je pense que les idées de Freud, ce qu'il appelait le principe de réalité, développé dans cette période très sombre qui a suivi la Première Guerre mondiale, cette idée de ce que signifie grandir. Ça signifie abandonner nos vœux, nos souhaits, accepter la réalité telle qu'elle est. C'est une vision extrêmement sombre, lugubre de ce que c'est que d'être adulte. Et ce n'est pas quelque chose qu'on voyait au XIXe siècle. Donc c'est un tableau très sombre de ce que ça signifie être adulte. Et c'est pas très surprenant que les gens se rebellent contre ça et se mettent à inventer des personnages, des figures comme Peter Pan, qui est extrêmement important dans de nombreuses langues et qui est réinterprété en permanence sous des formes différentes. Ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'aucun enfant n'a envie de rester un enfant. Tous les enfants veulent grandir. Parce que pour les enfants, grandir, ça représente l'indépendance, avoir davantage de contrôle sur le monde, de pouvoir être capable d'agir sur le monde. Donc aucun enfant n'a envie de rester un enfant. Vers la fin de l'adolescence, nous disons aux enfants, tu es en train de vivre les meilleures années de ta vie. Et ça pose beaucoup de problèmes. Un de ces problèmes, c'est que je n'ai encore jamais rencontré personne qui avait envie de revivre sa vingtaine. C'est la période la plus difficile d'une vie. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on ne connaît pas ses points forts. On est en train d'essayer de distinguer les valeurs de ses parents des siennes et de se développer comme on a envie d'être. Mais on a très peu d'expérience encore, notamment sur les erreurs. Donc dès qu'on fait une erreur, on pense que c'est fatal. Si on n'étudie pas le bon sujet ou qu'on tombe amoureux avec de la mauvaise personne, on a l'impression que notre vie est fichue quand on a 25 ans, 27 ans. Je me souviens de ça, moi aussi. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, mes 3 enfants étaient à ce stade de la vie et je voyais à quel point leur vie était compliquée. Et puis j'ai commencé à faire des recherches en sciences sociales et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des gens qui travaillent sur ce sujet. 72 pays, une étude a été menée avec des questions indépendantes, distinguées de la question du niveau de vie, etc. Et les gens partout sont moins heureux vers la fin de la vingtaine et ensuite ils commencent à redevenir plus heureux. Donc la question c'est pourquoi est-ce qu'on continue à diffuser ce mensonge sur cet âge entre 18 ans et 28 ans, qui serait la meilleure période de la vie. Ma conclusion, c'est que ça prépare les jeunes à n'attendre rien du monde, à n'attendre rien de leur vie. Au sens de principe de la réalité, comme disait Freud, il s'agit d'accepter le monde tel qu'il est et de renoncer à ce qu'il appelait des souhaits, ce que moi j'appellerais des idéaux, des espoirs. Dès qu'on parle de souhait ou de désir, on décrit ça comme quelque chose d'enfantin. On a l'impression qu'on parle de la petite souris ou d'avoir une licorne dans son jardin ou d'attendre le Père Noël et que c'est quelque chose qu'on doit oublier parce qu'on doit grandir. Si on parle d'idéaux, si on parle d'espoir, c'est très différent. Mais alors, vous convoquez un grand nombre de philosophes, je l'ai dit en introduction, Suzanne Neyman, vous êtes une spécialiste des Lumières, vous évoquez beaucoup Rousseau et Kant. Qu'est-ce que grandir pour eux, si on voulait essayer de définir ce que ces 2 grands esprits évoquaient par le fait de devenir adulte? Qu'est-ce que vous pourriez dire sur
les leçons qu'ils nous ont données et peut-être aussi les leçons qu'on devrait retenir lorsqu'on essaye d'éduquer des enfants ou bien lorsqu'on essaye de les accompagner dans leur vie future. J'ai commencé avec Rousseau et Kant, non seulement parce que j'adore les Lumières, même si ce n'est pas très à la mode aujourd'hui. Nous avons tendance à attribuer tous les défauts de la modernité aux Lumières, en fait, parce que peu de gens ont réellement lu les textes des Lumières, ce qui est une grande erreur. Rousseau est un des écrivains fabuleux de la philosophie, un des seuls philosophes qui écrivait aussi très bien. Mais ce qui est intéressant chez Rousseau et chez Kant et dans toute l'époque des Lumières, c'est que c'est la première époque de l'histoire où grandir devient un problème. Avant ça, on faisait la même chose que ses parents. On vivait dans une société extrêmement marquée, très stratifiée, très divisée. On vivait là où les parents vivaient, on adoptait probablement le même métier qu'eux. La possibilité de changer de classe, de sortir de cette strate sociale était très mince. Alors que Rousseau et Kant venaient de familles ouvrières, c'est ça qui est incroyable. Le père de Rousseau était un horloger, celui de Kant faisait des selles. En fait, ce sont des travaux, des métiers qu'on qualifierait d'industriels, d'ouvriers aujourd'hui. Il était tout à fait improbable que ces deux hommes deviennent deux des plus grands penseurs de l'Occident. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils étaient parfaitement conscients de ce que ça signifiait de réussir à faire ça. Ça nécessitait bien sûr beaucoup de courage et bien sûr d'esprit. Mais il y a aussi autre chose qui reste valable aujourd'hui, autant qu'à l'époque. C'est qu'ils étaient tous les deux extrêmement conscients des forces de la société qui refusaient de nous voir grandir. C'est plus facile de gouverner des enfants qui se tiennent bien. Ils l'ont dit tous les deux de manière différente. Il y a une citation de Rousseau dans laquelle il parle des enfants qu'on éduque en les faisant tenir tranquilles sur une chaise et écouter les bêtises d'un enseignant pour qu'ils s'habituent à cela et qu'ils puissent écouter les mensonges d'un politicien plus tard quand ils seront adultes. Et Kant aussi en parle dans un passage que tout le monde connaît, où il parle de penser par soi-même, qui est davantage un signe de courage que d'intelligence. Ça ressemble à une leçon néolibérale, cette citation, qu'on répète partout: si vous êtes assez courageux, tout se passera bien, et vous deviendrez adulte, si vous pensez par vous-même. En fait, les gouvernements œuvrent en permanence à donner l'impression que c'est dangereux de penser par soi-même. Parce que c'est beaucoup plus facile de vous gouverner si vous ne pensez pas par vous-même. Donc c'est sans doute une des choses les plus importantes qu'il faut retenir de Kant et de Rousseau. Ce n'est pas une chose évidente, c'est une mission. Vous avez peut-être remarqué vous-même à différents stades de votre vie que quand on en arrive à certaines étapes, par exemple avoir un enfant ou la mort de vos parents, les gens disent... D'ailleurs, il n'y a pas de définition en réalité du passage à l'âge adulte. J'ai lu énormément de recherches sur le sujet, mais les gens ont tendance à abandonner en tout cas l'idée de définition et parler de ces marqueurs comme par exemple quitter la maison, gagner sa vie par soi-même, avoir un enfant et perdre un parent. Et en fait, j'ai observé tous ces stades dans ma propre vie. Je me suis dit, alors est-ce que ça signifie que je suis adulte maintenant? Même avoir un enfant? Cette impression d'être adulte n'est pas nécessairement liée à un marqueur particulier en réalité. Cette impression d'être un adulte.
Mais une fois que nous prenons conscience de toutes ces forces en présence pour nous empêcher de penser par nous-mêmes, alors nous sommes capables de lutter contre ces forces. Et c'est ça que j'appelle devenir adulte, et c'est pour ça que je considère ça comme une forme de subversion en réalité. Parce qu'il s'agit d'avoir conscience de toutes ces forces qui s'y opposent. Mais aujourd'hui, Suzanne Neyman, l'un des mythes, vous allez me dire d'ailleurs si pour vous c'est un mythe, consiste à dire que l'éducation ou le fait de parvenir à maturité, c'est une manière finalement de faire perdre à l'enfant son originalité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Encore une fois, les enfants ont envie de grandir jusqu'à ce qu'on leur fasse passer cette idée, ou à moins qu'on ne les mette devant trop d'écrans. Ce qui arrive parfois. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est la pire chose qu'on puisse faire à un enfant. Regardez un enfant de 2 ou 3 ans qui a envie d'être actif, il a une envie vraiment profonde d'agir dans le monde, même quand ça ne fait rien d'important, quand ça ne produit rien d'important. Mettez-le devant un écran, vous verrez qu'il a le regard vitreux et qu'il deviendra passif, un consommateur passif. Et très franchement, dans une économie néolibérale, c'est ce qu'on voudrait qu'il soit. Nous ne parlons plus de censure comme au sens de Rousseau ou de Kant de leur époque. On parle d'économie néolibérale, d'un ordre néolibéral qui veut faire de nous des acheteurs de jouets passifs et nous convaincre que nos vies seront plus heureuses et que le sens de la vie est d'accumuler le plus de jouets possible. On se retrouve dans quelques minutes. Suzanne Neyman, je rappelle le titre de votre ouvrage Grandir, éloge de l'âge adulte à une époque qui nous infantilise. C'est aux éditions Premier Parallèle. Vous êtes traduit ici même par Marguerite Capel. On évoquera un certain nombre de registres dans lesquels les adultes aujourd'hui observent les enfants avec admiration et refusent eux aussi de grandir. En attendant, il faut grandir parce qu'il est 8h sur France Culture. Et nous retrouvons notre invitée Suzanne Neyman. Vous publiez Grandir, éloge de l'âge adulte à une époque qui nous infantilise aux éditions Premier Parallèle. Dans ce livre, vous expliquez, Suzanne Neyman, que nous souffrons d'une sorte de syndrome de Peter Pan, autrement dit, qu'il y a une sorte de fascination pour les personnes adultes, pour la jeunesse et probablement une incompréhension de ce qu'est la maturité. Pour ce faire, vous convoquez notamment Rousseau et Kant, puisque vous êtes une philosophe spécialiste des Lumières. Vous avez travaillé sur différents sujets tels que la notion du mal. Vous avez publié déjà 8 ouvrages, mais c'est le premier ouvrage de vous que l'on traduit en français. Et justement, j'aimerais votre regard, vous qui vivez en Allemagne, mais vous avez enseigné aux États-Unis et également en Israël, votre regard sur le débat politique français et notamment sur l'une des notions, la droitisation, la question des migrations qui occupe de plus en plus de place, comme l'expliquait Frédéric Sey. Si vous deviez comparer cette notion avec ce que vous entendez en Allemagne, mais aussi aux États-Unis ou peut-être en Israël, que diriez-vous, Suzanne Neyman ? Bien, j'ai le regret de dire, encore une fois, je ne suis pas experte de politique française, mais que précisément parce que l'Allemagne, depuis pas mal d'années, travaille beaucoup pour affronter son propre passé criminel, l'Allemagne a moins de ressentiment envers les immigrés. Ils se rendent compte parce qu'ils ont travaillé pendant des décennies sur la question de comment l'Allemagne est devenue un pays raciste, antisémite et nationaliste. Et il y a un véritable désir de rattraper, de compenser ce passé criminel autant que possible. Et c'est pour ça qu'on a accueilli plus d'1 million d'immigrés en 2015, un nombre énorme, en une seule fois. Ils sont tous parfaitement intégrés aujourd'hui. Ils travaillent, ils ont appris l'allemand, ils ont fait des études. Je ne dirais pas que ça ne pose aucun problème, bien sûr qu'il y en a, mais ça
a très bien fonctionné comparé avec ce qui se passe en France. Nous n'avons pas de demande sonore de la part de l'extrême droite de tenir les immigrés à l'écart. Il y avait ça en 2017 avec le parti nationaliste qui a perdu les élections, les dernières élections. Il y a cette espèce de sens de l'histoire avec ces candidats d'extrême droite comme Zemmour, par exemple. C'est quelque chose qui existe aussi en Allemagne, mais personne ne peut être un candidat sérieux à la chancellerie. Mais alors, là aussi, la manière dont nos pays perçoivent leur passé, je veux parler de l'Allemagne et de la France, en l'occurrence Suzanne Neyman, comment expliquer, par exemple, que la période de la Seconde Guerre mondiale soit aussi éruptive en France? Vous l'avez entendu dans les actualités il y a quelques instants. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort du général de Gaulle et autour de sa dépouille, il y a beaucoup d'hommes politiques. Son envers, Philippe Pétain, est l'objet de différentes polémiques. Bref, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'en pensez-vous? J'ai écrit tout un livre sur la question du rapport des Allemands à leur passé par rapport à d'autres pays qui ne le font pas, qui ne gèrent pas ce passé. Je ne dis pas du tout que les Allemands n'ont pas fait d'erreur et qu'ils ont fait ça parfaitement, mais ils ont fait l'effort, sous pression aussi d'autres pays, mais aussi par besoin sincère et sentiment sincère de honte. Les enfants de la génération des nazis ont un authentique sentiment de honte qui les a poussés, et c'est de façon très large dans la population, à examiner de près cette histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ça leur a pris 40 ans, il faut le dire. En dehors de l'Allemagne, on ne se rend pas compte que la première génération des enfants de nazis, ceux qui étaient en dehors de l'Allemagne, se voyaient comme des victimes. Et il leur a fallu 40 ans pour s'éloigner de ce point de vue-là. Mais ils ont examiné cette histoire de manière extrêmement détaillée pour comprendre ce qui s'était passé pendant la guerre. Je n'ai pas vu le même genre de processus à l'œuvre en France, ni dans un autre pays européen d'ailleurs. Il n'y a pas que la France. Et je pense que la raison, c'est que c'est plus facile de se voir en tant que victime des nazis. Et bien sûr que les Français, les Hollandais étaient victimes des nazis, mais c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable de se concentrer sur ce statut de victime de pays occupés, de perdants de la guerre, plutôt que de réfléchir sur Pétain, sur la complicité des Français pendant la guerre. Qui a envie de réfléchir à ça? Les gens aiment bien se voir soit comme des héros, soit comme des victimes. Historiquement, c'est toujours comme ça. Les gens parlent toujours des jours glorieux de leur histoire nationale et quand ce n'est pas possible, ils disent nous étions victimes à ce moment-là. Les Allemands sont passés à un autre stade. Ils ont identifié une autre catégorie. Ils ont dit nous étions aussi coupables. Bien sûr, ça prend du temps et ils font encore des erreurs. Ce n'est pas un processus parfait, mais c'est une attitude globale. C'est une position, c'est presque de la psychanalyse. Pour être un pays sain, c'est pas de la psychanalyse au sens classique freudien, mais pour être un pays sain, pour être un être humain entier, autodéterminé, etc., autonome, on est obligé de considérer les pires aspects de sa vie. Et c'est vrai pour les êtres humains, c'est vrai pour les nations également. C'est une tâche à laquelle nous devrions tous nous confronter. Et en France et dans toutes les autres puissances coloniales européennes, la manière dont la décolonisation s'est enchaînée avec la Seconde Guerre mondiale, c'est arrivé juste après. C'est aussi un moment où tout était tellement ramassé en termes de temps que c'était plus facile pour les gens de dire nous étions des victimes des nazis. Voilà, c'était eux les véritables tenants du mal, plutôt que de regarder ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie ou les crimes coloniaux.
Même chose, même question pour les États-Unis, Suzanne Neyman, parce que on voit là aussi que le passé américain, même si il est étudié par les Américains eux-mêmes, il y a un certain nombre de projets, notamment pour évaluer le poids de l'esclavage dans l'histoire américaine et la contribution des esclaves à la construction de la puissance économique américaine. Bref, tout cela est étudié, mais là aussi, cela ne s'accompagne pas d'une situation pacifiée aujourd'hui. Votre regard sur ce qui se passe aux États-Unis? C'est une excellente question. Encore une fois, mon livre qui étudie les leçons à tirer des Allemands parle aussi de ce qui se passe aux États-Unis et de sa confrontation avec son passé, avec son histoire. Ce n'est pas uniquement l'esclavage, ce sont les 2 siècles qui ont suivi et les formes de néo-esclavage qui ont aussi émergé. Et pour remonter plus loin, les Américains sont enfin en train d'affronter la question du génocide des autochtones, des Premières Nations américaines et du pillage de leur pays. On en est là et c'est une sorte de guerre civile froide dont j'espère qu'elle restera froide plutôt que de partir en éruption. Le problème, c'est que entre la gauche et la droite, ce n'est pas la même perspective. Mais rien de tout cela n'est facile. Quand on parle des Allemands, qui sont en général assez discrets, pendant ces 40 ans qui ont conduit à une reconnaissance nationale des crimes nazis, il y a eu aussi énormément de tensions dans la société. Les anciens nazis et ceux qui n'avaient rien fait, il y avait aussi énormément de ressentiment envers les plus jeunes générations qui disaient « mais tout ça, c'était criminel et il faut l'affronter ». Un point de vue, c'est de dire qu'il y avait une occupation et il n'y avait pas non plus le même type d'extrême droite radicale qu'on a vu aux États-Unis et que Trump a amplifié. Ça existait avant lui, mais il l'a amplifié. Donc c'est une situation très dangereuse, effectivement, aujourd'hui aux États-Unis. D'un côté, on voit que les républicains disent qu'il ne faut plus lire Martin Luther King à l'école ou Toni Morrison. Dans l'autre camp, il y a ce qu'on appelle la gauche woke, que je ne pense pas être réellement de gauche en réalité, et qui a abandonné beaucoup de principes de gauche, selon moi, qui ne veut parler que du récit de la fondation des États-Unis sur le racisme et sur l'esclavage. Et qui dit que les États-Unis se sont liés uniquement au crime. Et ces 2 camps sont dangereux parce que nous ne sommes pas dans une période facile pour la nuance. Et ces moments de reconnaissance historique nécessitent beaucoup de nuances. Et ça m'inquiète beaucoup. Il y a quelques voix intelligentes et nuancées qui font ce qu'elles doivent faire, et en particulier quelques voix de penseurs noirs et d'activistes de militants noirs. Pas tous, mais certains sont très intéressants, mais la situation est réellement dangereuse. Mais alors, justement, Suzanne Neyman, qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'universitaire? Parce que vous avez enseigné à Yale, vous dirigez actuellement l'Einstein Forum à Berlin, vous avez enseigné également en Israël à Tel Aviv, et on voit que le monde universitaire, ou en tout cas la manière dont on le perçoit à l'extérieur, est au cœur d'enjeux politiques. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu des élections en Virginie, et durant ces élections en Virginie, le candidat qui a gagné, qui était un républicain pro-Trump, je dis les choses en quelques mots, eh bien, a accusé les démocrates d'avoir imposé ce qu'on appelle les critical race theory, autrement dit une vision raciale héritée des sciences humaines à l'école. Qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'universitaire de devenir un objet de politique, autrement dit d'être tiré dans un sens et puis dans l'autre? Qu'en pensez-vous?
Je ne suis pas tout à fait sûre d'être une universitaire. Je me définis souvent comme universitaire en rémission. Je suis une intellectuelle. Mais je dirige un think tank public qui n'est justement pas universitaire. Et comme ça, je ne suis pas coincée dans une tour d'ivoire et ça me convient très bien. Mais bien sûr, beaucoup de mes amis sont des universitaires qui enseignent dans les universités, mais aussi dans les maisons d'édition aux États-Unis et dans les médias. On est complètement coincé entre deux factions historiques. On est divisé entre les deux. Les républicains savent très bien comment se servir de ça. L'invention de la critical race theory, la théorie critique de la race, justement, c'est en comment, réalité parce que je ne une savais pas théorie comment. assez obscure. Comment vous pourriez traduire ce terme? Parce que j'avais des difficultés. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui a inventé ce concept est un républicain qui connaissait les trois mots qui allaient indigner la droite: la critique, la race et la théorie. Il y a quelque chose qui s'appelle la théorie critique de la race, mais c'est en réalité un domaine juridique assez obscur, mais cette personne s'est accroché à ces termes-là parce qu'il savait que ça allait indigner les républicains. Bien sûr, il y a des tendances exagérées qui viennent de l'université, mais pas uniquement. Ça vient aussi du New York Times, qui a joué un rôle important. C'est un sujet long et compliqué. Il y a des choses qui sont difficiles à dire, très difficiles à dire quand on est blanc. Et c'est assez similaire à ce qui se passe en politique en Allemagne. Et des choses dans lesquelles je m'implique et qui se passent de manière discrète. Par exemple, pour un Allemand, de critiquer la politique israélienne, de dire que cette politique n'est pas telle qu'elle devrait être, qu'on devrait peut-être se retirer des colonies, que peut-être les droits humains des Palestiniens subissent des violations, ça c'est une déclaration qu'aucun politique allemand ne peut faire. Mettre le feu aux poudres parce qu'ils se sentent extrêmement coupables pour les crimes de guerre que nous avons commis contre les Israéliens. Et de la même manière, les Blancs aux États-Unis aujourd'hui qui se sentent coupables des crimes commis contre les Noirs, et à juste titre, c'est très compliqué pour eux de dire quand ça va trop loin. De dire les États-Unis ne reposent pas entièrement sur l'effort pour préserver l'esclavage. C'est une déclaration historiquement fausse qui a été imprimée dans un reportage extrêmement diffusé du New York Times. On peut parler du racisme. De la même manière, critiquer la politique israélienne aux États-Unis, c'est compliqué. On va être accusé d'antisémitisme. Donc, en fait, il y a des effets de cancel culture, comme on dit, d'annulation de chaque côté. Et il faut donner des chiffres. J'ai très peur que ce genre d'idée ne puisse finalement faire que renforcer la droite sur le long terme. Il existe un véritable risque que Donald Trump soit réélu en 2024. C'est un danger tout à fait sérieux, une menace tout à fait sérieuse. Et alors, là aussi, si on poursuit les différentes guerres, et si l'on reprend votre livre, Suzanne Neyman, Grandir, le livre que vous publiez aux éditions Premier et Parallèle, on se dit qu'il y a une forme de guerre de génération. Chacun le voit, on a des difficultés à comprendre les jeunes, et les jeunes ont du mal à comprendre les vieux. Il y a un certain nombre de mots qui sont utilisés. Alors, on parlait de critical race theory, mais on pourrait parler aussi de wokisme. On voit bien, en tout cas, que les notions d'universalisme ou de différentialisme prennent un rôle différent. Est-ce que c'est une question de génération ?
Parce que je crois aux Lumières, je pense que nous faisons des progrès. Et je pense que la conscience des jeunes est liée au progrès. Ils se préoccupent du progrès. Mes filles ont pointé du doigt des questions et des expériences sexistes très fortes qu'elles avaient vécues, qu'on m'avait appris à moi à ignorer en disant « bon, c'est comme ça, le monde est ainsi, et il faut s'y habituer ». Et je pense que c'est une bonne chose que mes filles ne soient pas habituées à certaines formes de sexisme. Ça, c'est une forme de progrès. Je pense que le véritable problème, une partie en tout cas du problème, c'est que la génération des trentenaires a de bonnes raisons d'être en colère, d'en vouloir aux adultes qui n'ont pas su voir la crise climatique. Et je reconnais que je fais partie de cette génération. Je n'ai pas vu ce problème comme le problème principal du monde. J'ai réfléchi à l'inégalité, à l'injustice sociale, mais il y a 20 ans, je ne réfléchissais pas du tout sérieusement à cette question du climat. Quelques-uns le faisaient, mais moi, je faisais partie de ceux qui n'y réfléchissaient pas. Et c'est une question tout à fait valable à laquelle personne ne répond vraiment très sérieusement, me semble-t-il. Nous venons de développer des vaccins en un temps record dans l'histoire de la médecine. Jamais on n'avait développé un vaccin aussi rapidement. Bien sûr, il y a des explications, la recherche était déjà en cours, on a pu s'appuyer dessus, mais la véritable raison pour le développement en un temps record de ce vaccin, c'est qu'on avait l'impression que l'économie mondiale risquait de s'effondrer et d'un seul coup, des trilliards de dollars ont été versés dans la recherche pour que l'économie ne s'effondre pas. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas faire ça pour la crise climatique. Et le fait que nous ne le fassions pas, que nous ne prenions pas la crise au sérieux, que nous prenions des mesurettes, met en colère les jeunes gens conscients et à juste titre. Et ils sont furieux, ils ont tout à fait raison. Plus on en apprend sur la crise climatique, j'ai presque l'impression d'avoir envie de dire, et j'entends des gens le dire, j'ai pas envie de vivre si longtemps, je suis ravie de penser que ma vie va pas être si longue, j'ai envie de vivre le plus longtemps possible, bien sûr, mais on entend des gens dire, je suis contente d'être plutôt vers la fin de ma vie. C'est bien que d'ici quelques décennies, je fasse ma sortie, et c'est terrible. Il y a un autre problème, et dont parle mon livre, c'est que je pense que nous n'avons pas présenté de bons modèles de ce que ça signifie être adulte aux jeunes. On voit des gens qui, à 40 ans, 50 ans, ont toujours envie d'être plus jeunes. On dit des gens qui sont jeunes dans leur tête. Tout le monde a envie d'être plus jeune à partir de 40-50 ans. C'est une manière de dire qu'ils sont plus vivants, être jeunes dans leur tête. Et les jeunes ont le droit d'être en colère, de ne pas avoir les bons modèles de notre part. On leur montre pas le bon exemple. Il y a aussi un autre aspect qui est que les jeunes n'ont pas vécu assez longtemps pour savoir beaucoup de choses et ne voient pas le changement parce qu'ils sont encore focalisés sur le temps qui correspond à leur propre existence. Et nous sommes en mesure de leur dire, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de progrès. À l'échelle de ma propre vie, il y a eu des progrès sur le sexisme, sur le racisme, sur l'homophobie. Ce sont des acquis réels. Donc les choses ne sont pas sans espoir, mais je comprends leur point de vue. Mais alors, pourquoi autant de changements de valeurs? Alors, vous les relativisez dans votre livre « Grandir, éloge de l'âge adulte à une époque qui nous infantilise » aux éditions Premier Parallèle. Comme vous défendez la philosophie des Lumières, Suzanne Neyman, vous expliquez par exemple que dès la philosophie des Lumières, par exemple, une notion comme l'esclavage n'était pas acceptée par tous, une notion comme le colonialisme était là aussi profondément critiquée. Mais aujourd'hui, on a l'impression que
les choses changent très rapidement. Par exemple, les rapports entre les sexes. Par exemple, le fait que la pédocriminalité est aujourd'hui un crime poursuivi. On en discutait il y a quelques instants au sujet donc des actualités en France, puisque il y a eu un rapport concernant l'Église à ce sujet. Mais vous rappelez dans votre livre Grandir que la sexualité avec des enfants, il y a quelques siècles, était quelque chose d'absolument licite et de considéré comme normal. Qu'est-ce qui a changé et pourquoi de tels changements selon vous, Suzanne Neyman? Beaucoup de questions en même temps. Je vais essayer de commencer par la dernière. La violation de la confiance entre des prêtres et des enfants, tout particulièrement, c'est quelque chose d'horrible. Et j'imagine extrêmement traumatisant. Parce que c'est la personne à qui on est censé faire le plus confiance et qui est censé vous montrer ce qu'est le sacré. Cette forme d'abus, de violation est un blasphème. Et je comprends que voir ça dans l'école, voir ça dans l'église, ça peut conduire énormément de personnes à perdre la foi. Ce serait différent si c'était quelqu'un d'autre, mais je comprends que l'idée même de l'Église est censée respecter peut être détruite par ce genre d'expérience et beaucoup d'autres choses dans la foulée. Donc jamais je ne justifierai de tels actes ou je ne considérerai jamais que ce sont des crimes de peu d'importance. D'un autre côté, j'ai parfois l'impression que la pédophilie, c'est le sujet sur lequel la gauche et la droite peuvent s'unir. Les enfants innocents, blesser, nuire, faire du mal à des enfants innocents, c'est la forme de mal que personne ne peut justifier, ou presque personne. Et je crois qu'on s'habitue, qu'on utilise cette idée-là, parfois dans certaines situations. Il suffit de revenir quelques siècles en arrière. Il y a cette citation de Philippe Ariès que j'utilise dans mon livre, qui parle des jeux du roi avec son pénis, qui le montre à tout le monde. Et les rois et les princes, on voit ça dans Shakespeare, faisaient énormément de plaisanteries comme ça, en utilisant leur corps, en montrant leur corps, ça faisait rire tout le monde. Et beaucoup plus près de nous, dans les années 60, cette idée d'une libération sexuelle qui entraînerait une culture, une société moins réprimée, moins autoritaire. Bien sûr, il y a beaucoup de soucis là-dedans, mais cette opposition automatique, par exemple aux États-Unis, on a des hommes de 18 ans qui se retrouvent en prison parce qu'ils ont couché avec une fille de 17 ans. Et c'est tout à fait ridicule. Suzanne Neyman, je rappelle le titre de votre ouvrage « Grandir, éloge de l'âge adulte à une époque qui nous infantilise » aux éditions Premier Parallèle. C'est un livre qui a été traduit par Cécile Dutel de La Rochère, tandis que vous étiez traduite ici même par Marguerite Capelle,